What is up, family? We have another Patreon request. It's been a long time for some findings with Felled Up. 8 enregistrements, recordings, qui ont disparu, that have disappeared. Okay, let's go. Avant de commencer cet épisode sur des Lost Media, j'aimerais vous raconter une petite histoire dont je raconterai la fin uniquement à la fin de la vidéo. À la fin du mois de juillet, je suis allé avec des amis au milieu de la France, dans un endroit très rural et montagneux, où il n'y avait presque aucun réseau et presque personne. L'objectif étant de me déconnecter un peu d'internet et de m'amuser avec des potes. Et durant une de nos balades quotidiennes, sur un petit sentier un peu sur une colline, un de mes amis a commencé à dire « Hey, j'ai trouvé quelque chose ». Il avait trouvé, sur le sol, couvert de quelques feuilles et de poussière, Dog shit. Une cassette audio. Oh, never mind. Oh. Il a trouvé une cassette. Putain, on a trouvé un fun footage. Y a-t-il vraiment une cassette? Oui. Interesting. Oh. Alors je sais que vous savez déjà où ça va venir. Je sais que j'ai fait beaucoup de fakes sur cette chaîne, pour le fun. Là c'est vrai à 100%. Donc du coup, comme c'était complètement vrai, on n'a pas filmé la découverte de la cassette. Mais on s'est quand même dit qu'on allait la ramener à la maison, essayer de la réparer et éventuellement voir ce qu'il y avait dedans. On peut dire qu'on a réussi, mais je vais pas m'avancer. On va attendre la fin de la vidéo. Et vous allez voir que cette petite anecdote est très liée au Lost Media. Et elle va m'aider à faire ma conclusion de cette vidéo. Interesting. Very interesting. Quand j'ai un peu de temps et une envie de mystère, je sais très bien où aller. Le Lost Media Wiki. Il s'agit d'une communauté d'individus qui What is this? tous un point commun. On sait tous qu'ils ont existé, mais ils sont complètement perdus. Soit car ils ont été détruits, soit car ils ont été interdits, ou alors car ils ont disparu. Sans la moindre raison. Laissez-moi vous raconter quelques cas de Lost Media, les recherches qui ont été réalisées pour les trouver, et vous dire si oui ou non, l'effort de quelques internautes opiniâtres a permis de retrouver des pièces culturelles perdues. Bienvenue dans l'univers des Lost Media, l'histoire d'une réalité complètement effacée. Ça faisait longtemps que je voulais faire une deuxième vidéo sur les Lost Media. C'est un des trucs qui me passionne le plus sur internet. J'adore cette idée que des gens vont se mettre à rechercher de manière complètement obsessionnelle des trucs complètement perdus. Je vous ai fait une petite sélection de Lost Media avant de conclure l'histoire que je vous ai racontée au début de la vidéo. Et cette sélection contient vraiment un panel très large de ce qui peut être considéré comme des Lost Media, avec aussi bien des trucs complètement perdus qu'on ne retrouvera jamais et des trucs qui ont été retrouvés de manière assez insolite. Numéro 1. Clockman. Le 16 janvier 2012, sur le forum de jeux vidéo du studio de développement Bungie, un utilisateur du nom de Commander Santa créait un topic dans la catégorie hors sujet. Celui-ci demandait aux gens de l'aider à trouver un dessin animé qui l'avait terrifié quand il était petit, un court-métrage pour être plus précis, qui le hante depuis 28 ans. Il ne le savait pas, mais il allait commencer plusieurs années de recherche. Clockman. Le poste de Commander Santa était plutôt détaillé et intéressant. Il donnait beaucoup de détails de ses souvenirs flous. Voici quelques informations qu'il a données autour de ce dessin animé qui l'avait terrifié. D'abord, il faisait partie de l'émission pour très jeunes enfants Pinwheel, qui passait sur Nickelodeon dans les années 80. Le show se centrait sur des séries de sketchs impliquant des personnages de poupées et également des chansons et courts-métrages sous la forme de dessins animés. Ensuite, il explique, et ça on l'avait compris, que c'était un short terrifiant pour lui étant enfant. Ça l'avait vraiment terrorisé, pour aucune raison. Il se souvient notamment particulièrement d'une scène, un jeune homme, la nuit, en train de dormir dans son lit, quand soudain, un homme barbu et un peu menaçant sort de l'horloge située au-dessus de sa tête. That's the alarm. That's the alarm, man. The alarm clock. When the alarm goes off, you're terrified because your shit day is about to begin. Ah, see, he just needed to be explained. It wasn't a clock, man. It's just life. That's what horrifies him. The alarm goes off and you're horrified. See, he just needed a little bit of therapy. Il montre également un dessin expliquant la scène, que voici. Et même si le trait est assez moyen, on comprend à peu près ce qu'il voulait dire. Il rajoute ensuite, et ça c'est le plus important, qu'aucune recherche n'a été fructueuse. Il l'a cherché pendant des années. Il a même essayé de contacter à certains moments des créateurs de Pinwheel, sans le moindre succès. Personne ne semble savoir où est ce dessin animé qu'il surnomme Clockman. À ce moment-là, les réactions sur le forum étaient unanimes.
C'est une creepypasta. Mec, tu n'as jamais vu ça, c'est un faux souvenir. Si t'arrives pas à le trouver, c'est pas pour rien. À l'époque, la mode des lost media n'existait pas et les gens n'étaient pas très convaincus par ce qui semblait être un pitch d'une creepypasta. Bref, Commander Santa se sentait très seul au début et personne n'était vraiment très chaud de commencer des recherches. Sauf une poignée de gens assez assidus qui partit à sa recherche. Les recherches ont été suffisamment intensives pour que les gens arrivent à trouver un commentaire d'un gars nommé Michael W. Oz sur un forum du nom de animationnation.com datant d'il y a 8 ans, en 2004, dans des courts-métrages de Pinwheel qui l'avaient terrorisé, dont un ressemblait de manière assez précise à Clockman, mais avec plus de détails sur le scénario. Il décrivait ce short comme l'histoire d'une jeune fille ayant perdu ses chaussures rouges et demandant de l'aide à un sorcier pouvant apparaître et disparaître à volonté. Il lui donne à une condition, qu'elle dise tout à sa mère avant la nuit. Elle ne le dit pas, et le sorcier sort de son horloge et la punit. Ces deux témoignages, avec presque une décennie d'écart, vont démarrer des années de recherche. Recherches qui n'ont mené presque à rien pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'après avoir trouvé le poste de Michael W. Oz, pas grand-chose. Jusqu'à ce qu'un mec assez spécialisé dans la question, du nom de Dykate, littéralement le fondateur du Lost Media Wiki, contacte Michael Karp, un auteur de Pinwheel, pour lui demander des informations sur Clockman. Celui-ci lui donna le contact de Tippi Fortune, une producteur exécutive de Pinwheel dans les années 80, qui lui expliqua que la plupart des courts-métrages présents dans Pinwheel étaient en réalité des commandes d'une boîte du nom de Co Films, dont le fondateur, Bernice Co, était décédé en 2001. Mais maintenant, les gens pouvaient essayer d'écumer les archives de Co Films, l'intégralité des trucs qu'ils avaient produits durant les années, et éventuellement essayer de tomber sur Clockman. Ça non plus, ça n'a pas vraiment aidé en réalité. Et ensuite, les gens se sont perdus dans une série de fausses pistes. Notamment, des gens ont essayé de lier ça au conte du bonhomme 7 heures, un conte québécois. Et pareil, les gens ont essayé de lier ça à une autre histoire du nom de Les Souliers Rouges, mais aucun des deux n'était vraiment concluant. Jusqu'à ce que le 10 décembre 2017, l'utilisateur Night Threat Nerd se décida d'écumer le site WorldCat. C'est un site contenant le plus grand catalogue bibliographique libre d'accès du web, avec le contenu de plus de 15 000 bibliothèques du monde entier. Il fit ainsi des recherches pour un film du nom de The Wizard, ou Le Sorcier, en espérant pouvoir tomber sur le short, ou du moins une description textuelle du short. Il ajusta ses recherches, continua, jusqu'à ce qu'il tombe sur un court-métrage d'animation du nom de O Paradive Sally. Il en a trouvé une description textuelle, et ça ressemblait énormément aux descriptions qui avaient été réalisées de Clockman, avec quelques petits détails un peu différents. Il chercha le short sur internet, et il se rendit compte qu'il était posté sur la chaîne YouTube de AAA Studios depuis déjà pas mal de temps. AAA Studios étaient en fait les détenteurs légaux du short après Co-Films. Après cette découverte, Night Threat Nerd envoya le short à Commander Santa et instantanément celui-ci le reconnut. On avait trouvé Clockman. Wow. Wow. Il y avait un problème, c'est que c'était en tchèque. Tak obešla všechny domy, až přišla k tomu poslednímu. Internet se lança donc joyeusement à la recherche du dub anglais. Très vite, les gens ont trouvé la compagnie à l'origine du dub. Il s'agissait de The Learning Corp, qui avait fermé en 1990 après un rachat par New World Entertainment, qui a vendu des parties de son catalogue à de nombreuses entreprises. Alors que les recherches ne menaient pas vraiment quelque part, un mois exact après la trouvaille du film en tchèque, une association de préservation de dessins animés éducatifs du nom de AV Geeks, ça existe, annonce qu'ils ont une copie du dub à l'intérieur de leurs archives. Once there was a little girl named Sally. Wow. That terrified somebody for 28 years? Numéro 2, Apollo 11. Vous êtes déjà demandé pourquoi tous les enregistrements qu'on a de la mission Apollo 11, où on a marché pour la première fois sur la Lune, quand... Oh, by the way, they're going back to the moon. So all the people that said that's bullshit, you've never been to the moon, I don't know, they're about to go back to the moon. They're already up there. They're on their way. Just so you know, currently, right now, today, they're going to the moon. Yeah. They're not going to land on the moon, though. I don't think they're going to land on the moon. They're just going to, pass it and take pictures and look at it. And then everybody's going to say, you see, I told you, why wouldn't they land? I told you they never landed on the moon. I told you. See, this would be their chance. But no, you notice how they're not landing? They're just going to fly by? Told you it was bullshit. Watch, that's what's going to happen next. Même sont dégueulasses. La réponse est simple. Les cassettes originales ont été perdues.
Laissez-moi vous expliquer, parce que c'est une histoire de ouf. Armstrong, Aldrin et Collins possédaient avec eux une caméra de télévision qui transmettait l'image et le son en direct à la télévision depuis la Lune jusqu'à la Terre. Tout ceci était transmis par signal SSTV, qui conserve l'image et l'audio en qualité plutôt bonne pour 1969. Une fois arrivé sur la Terre, le signal était dédoublé en 2 copies identiques. Une de ces copies allait dans une cassette qui enregistrait l'intégralité des images SSTV en plutôt bonne qualité, et l'autre partie allait vers la diffusion. Il y avait juste un problème. La diffusion des télés de l'époque était en format NTSC. Or, en vous épargnant les détails techniques, le format SSTV et le format NTSC sont complètement incompatibles. Ils ont trouvé comme solution à ce problème un truc ridicule. Ça me fait hurler de rire. Ils ont projeté les images SSTV sur un écran et ils ont filmé l'écran. Wow. Comme ton petit frère qui joue à Minecraft. C'est cette caméra qui filme un écran qui est envoyé en direct aux télévisions du monde entier, l'alunissage, un des événements télévisuels les plus importants de l'histoire de l'humanité. En soi, ce serait pas un problème si les cassettes SSTV n'avaient pas été complètement perdues. Oui, l'enregistrement a été oublié. Les gens l'ont mis de côté et on n'arrive pas à le retrouver. Et il est très probable, car c'était quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années 70 et 80, que quelqu'un ait pris les cassettes sans savoir ce qu'il y avait dessus et réenregistré une émission par-dessus. Il y a un mec qui mérite de perdre son job à la NASA, on est d'accord. Ouais. Numéro 3, La roue de la fortune, épisode de Matthew Fenwick. Celui-ci va être un peu plus court et aussi un peu plus étrange. Il n'y a pas eu vraiment de recherche très intensive pour celui-ci et il a été trouvé, mais par hasard. Mais l'histoire est assez folle. Wheel of Fortune, ou La roue de la fortune, c'est un des jeux télévisés les plus vieux toujours diffusés aujourd'hui. Ouais. Nous sommes le 18 mars 1998, l'émission est à sa saison 15 et un participant du nom de Matthew apparaît sur la télévision de millions de personnes. L'épisode avait été tourné le 13 février de la même année, auparavant. Quelque part en Amérique, une jeune fille entre 8 et 10 ans reconnaît la personne à la télévision. Ce Matthew en question se nomme Matthew Fenwick, et au moment de la diffusion de l'épisode, il était en cavale, recherché activement par la police pour le viol de 2 jeunes filles âgées de 8 et 10 ans. La recherche de Matthew Fenwick était complètement inefficace, jusqu'à ce qu'une des victimes le reconnaisse à la télévision. Littéralement, un pédophile en cavale s'est dit que ce serait une bonne idée de passer sur la télé. What an absolute moron. Holy shit, the level of stupidity. Wow. Wheel of Fortune. Let me go on national TV. Wow. Alors évidemment, à ce moment-là, il a été retrouvé très rapidement et il a été mis en prison. Et je crois d'ailleurs, parce que la justice américaine, c'est de la merde, il a été relâché genre en 2004. Mais j'ai pas trouvé de preuves concrètes. L'émission en question a donc été interdite et radiée de l'histoire de Wheel of Fortune, et peu de gens avaient le moindre espoir qu'il soit retrouvé. Jusqu'au 3 octobre 2020, où, complètement au pif, un utilisateur du nom de WillFan82 poste sur un forum dédié à des fans de la roue de la fortune du nom de BioVowel l'épisode complet qu'il avait visiblement enregistré à l'époque, sans forcément se rendre compte de ce qu'il allait se passer. Nice to have you all here, and good to have our 3 players as well, starting right here with our friend Matt Fenwick from Kansas City, Missouri. Yes. En vrai, calmons-nous un peu et rendons-nous compte d'une chose. La personne que vous voyez actuellement a commis des crimes horribles et n'aurait probablement jamais été retrouvée s'il n'était pas passé à la télévision. $4,400. Good luck to you. Thank you very much for being here. Numéro 4, Groupie. Groupie est un film qui a été réalisé par nul autre que Marilyn Manson entre 1996 et 1998. Si vous connaissez Marilyn Manson, vous connaissez l'image du type. Il est connu comme un mec satanique, extrême, peut-être un peu tryhard, mais quand même, le gars est sacrément fêlé. Groupie, c'est son film, un projet qui n'est jamais sorti à l'exception de brefs extraits. Celui-ci a été jugé par son manager comme étant tellement horrible qu'il a dû implorer Marilyn Manson de le cacher ou de le détruire, car il risquait soit la prison, soit la fin définitive de sa carrière. Ouais. Oh, I believe it. I believe it. This I believe 100%. I believe all of it actually, but this is I 100% believe. This is no doubt about it. He is crazy. C'est chaud. C'est chaud, surtout quand t'es le manager de Marilyn Manson. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait dans Groupie ? Eh ben on sait pas vraiment, on connaît à peu près le début du film, mais les détails sont un peu perdus. Il aurait été tourné à une vraie soirée qu'a réalisé Marilyn Manson entre 1996 et 1998. Pas plus d'informations autour de ça. Le film commence par Marilyn Manson effectuant une fellation à un membre de son groupe, avant qu'une groupie, une fan obsessive de Marilyn Manson, entre et présente littéralement un dessin de fan
à Marilyn Manson. Celui-ci l'amène dans la soirée et la torture, en lui faisant faire des choses de plus en plus horribles en face des invités de la fête, n'étant pas au courant de ce qui se passait. Très peu de choses sont sues à propos de ce qui se passe dans Groupie, et c'est vraiment plutôt dégueulasse dans ce que j'ai entendu. On imagine évidemment que la groupie en question est une actrice, mais la limite entre ce qui est de l'acting, de la mise en scène, et la réalité, elle n'a jamais vraiment été mise clairement. Une des premières choses que l'on force à faire à la jeune femme est de boire l'urine d'un des membres du groupe de Manson, dans un verre à vin. Elle se serait notamment faite attacher et torturer psychologiquement, avant qu'une arme à feu soit introduite à la soirée et qu'une altercation violente commence, impliquant de nombreuses blessures sanglantes. Ça a l'air chaud, et même pour Marilyn Manson, c'est peut-être un peu trop, et son manager avait plutôt raison de lui dire vraiment de ne pas le faire. Marilyn Manson a accepté de ne pas le sortir, partiellement, car en réalité il avait sorti déjà une toute petite portion de celui-ci à la fin de son film concert de 1998 Dead to the World. Et depuis, Marilyn Manson a teasé vouloir le sortir de plusieurs manières, notamment dans une compilation qui était censée sortir le 20 octobre 2016, mais l'édition en question n'est jamais sortie. Et on ne sait toujours pas si ça va sortir. Un truc est sûr, c'est peut-être mieux qu'il reste perdu à jamais. Tiny Tim au Ukulele Hall of Fame. Tiny Tim est un artiste qui est né le 12 avril 1932. C'est probablement, avec Daniel Johnston, dont j'ai pu vous parler dans une vidéo précédente, un des mecs les plus connus de la musique outsider, particulièrement parce que son style musical est plutôt accessible. Pour ceux qui ne savent pas, la musique outsider, c'est un genre musical compilant des tonnes d'artistes qui n'ont pas pris des chemins traditionnels pour réaliser leur musique, qui se sont appris tout seuls la musique et qui donc font des morceaux très étranges basés sur leur quasi-isolement artistique. C'est simple, vous connaissez Tiny Tim. Du moins, vous connaissez au moins une de ses musiques. Et ça m'étonnerait que vous ne les connaissiez pas. C'est simple, laissez-moi vous faire écouter un de ses morceaux les plus connus, une reprise du morceau Tiptoe Through the Tulips. Ouais, c'est Space, hein. C'est Space, c'est à la fois un peu mimi, aussi un peu terrifiant, et la manière dont il se tient sur scène est un peu particulière. Bref, c'est une curiosité. Une curiosité néanmoins qui a généré énormément d'intérêt dans les années 60. En 1996, Tiny Tim, bien après l'apogée de sa carrière, se rend pour une performance au Ukulele Hall of Fame Expo dans le Massachusetts. Il est filmé plusieurs fois dans des interviews avant de passer sur scène. Quand Tiny Tim commence à parler, on sent qu'il est un peu fatigué, qu'il n'est pas très bien. Il a l'air de manière significative pire que dans les interviews qui avaient été filmées avant. À un moment, il prononce la phrase « Si vous entendez tousser durant le show, c'est parce que vous savez » et il ne terminera jamais sa phrase. Il tombe instantanément sur le sol, inconscient. Il venait d'avoir une crise cardiaque. Il ne meurt pas sur le moment. J'insiste très sincèrement, il ne meurt pas sur le moment. Voici d'ailleurs une vidéo de lui qui a été tournée après cet incident, encore de manière très visible, impacté par cet incident. 2 mois plus tard, il eut une autre crise cardiaque sur scène. Cette fois-ci, il n'y avait pas de caméra, où, après avoir chanté sa reprise la plus célèbre de Tiptoe Through the Tulips, il décède en voyant sa femme. La dernière interaction qu'ils auront, c'est elle qui lui demande s'il va bien, et lui qui répond non. C'est un des cas de Lost Media que je connais depuis le plus longtemps. Et j'ai été très surpris d'apprendre que ça avait été trouvé. Alors je vais être très sincère, j'ai beaucoup hésité à vous montrer cette vidéo, parce qu'elle n'est pas spécialement graphique, mais moi, elle me terrifie un peu. Il s'agit d'une crise cardiaque qui n'a pas tué Tiny Tim. Elle a été diffusée partout dans les journaux, indiquant que Tiny Tim voulait bien qu'elle soit partagée. Du coup, voilà la crise cardiaque de Tiny Tim sur scène, que l'utilisateur Savage17 a trouvé dans un obscur documentaire posté notamment sur Vimeo, du nom de Tiny Tim's Song and Stories of the Crooners. You hear him coughing during the show. Well, it's because, you know. Oh yeah, he's going down. He's going down. You could tell right away.
man just had a heart attack. I don't know why that's. I don't know. It's not that terrifying. I mean, it's terrible. Heart attacks are no joke, but yeah. The Cure for Insomnia. Oh, please tell me. Please, because for me, it's smoking weed. That's what does it for me. It's the only way I can fall asleep. I don't fall asleep otherwise. I'm lucky I get 2-3 hours. So that's my cure, but go ahead. If there's another one, let me know. The Cure for Insomnia, ou littéralement en français Le remède à l'insomnie, est un film expérimental réalisé en 1987 par l'américain John Henry Timmis IV. Ouais, il y a des chiffres dans son nom de famille, ça déconne pas. Qui, avant d'être dépassé par quelques autres films, était le plus long film jamais réalisé, durant en tout 87 heures. C'est monumental en termes 87 hours? de durée. On parle de plusieurs jours, et surtout à une époque où les choses sont filmées à la pellicule ou en cassette. C'était vraiment une prouesse d'avoir réalisé ça. Encore faudrait-il que le film soit un peu mieux. Car le film en soi reste un film expérimental. C'est-à-dire qu'en termes de contenu, il n'y a pas vraiment grand-chose et c'est plus une expérience qu'autre chose. Le film n'est en réalité composé que de quelques passages de clips de heavy metal et de scènes pornographiques qui entrecoupent la longue lecture d'un poème de 4080 pages. Ce poème est du nom de A Cure for Insomnia et est lu pendant 85 heures par l'acteur Lee Groban. Le film est étrange, mais a, au-delà d'avoir un sens, un objectif précis. Servir aux insomniaques à reprogrammer leur horloge biologique. Le film a été montré à l'Art Institute of Chicago du 31 janvier au 3 février 1987 et après ça, plus rien. Le film n'est jamais sorti en cassette, il n'y a pas la place. Le film n'est jamais sorti en DVD, pas la place non plus, et il n'a jamais été rediffusé ou reprojeté, et personne ne sait où sont les enregistrements originaux de celui-ci. C'est ici un des cas de Lost Media les plus frustrants. Un thread existe depuis 2011 pour essayer de le chercher, et personne n'y arrive. Personne. Pourtant, il y a des gens qui prétendent l'avoir vu, il y a plusieurs critiques sur Sens Critique, qui semblent toutes être fake, parce qu'elles semblent toutes utiliser uniquement les informations qu'on sait et rien d'autre. Ou alors peut-être que c'est des gens qui l'avaient vu à l'époque à l'Art Institute of Chicago. Il y avait des gens qui avaient que ça à faire, visiblement. Et les efforts de recherche ont été importants, mais rien ne donne des pistes. John Henry Timmis IV est un individu peu connu, et Lee Groban, qui a d'ailleurs créé le poème lu durant l'intégralité du film, est décédé le 9 décembre 2011. Peu d'informations persistent, et pourtant le film fascine. C'était pendant très longtemps le film le plus long de l'histoire. C'était quand même important de l'avoir. C'était quand même important d'en avoir une piste. Non, c'est condamné à être quelque chose de purement éphémère. Et enfin, Dawn Brancheau. Voici Tilikum. C'est une orque née en 1981 et capturée à l'âge de 2 ans pour être une attraction durant l'intégralité de sa vie pour les parcs aquatiques du nom de Sealand et SeaWorld. Il est à l'origine de la plus grande controverse de l'histoire des parcs aquatiques, ayant été responsable de la mort de 3 personnes. Il a d'abord été introduit à Sealand of the Pacific, à South Oak. I'm totally against this, by the way. I don't know how you guys feel. Mais ça, pour moi, c'est dégueulasse. C'est la connerie, mais... And the people that buy the tickets so they can watch the slaved whales, they're assholes. In my opinion. It's in my opinion. I mean, you're supporting this by buying a ticket. It's your fault. I mean, you think they should be maybe in the ocean with their families, or they should be in that? But for me, it's an open and closed case. Bay. Il a été muté dans un autre parc quand en 1991, une étudiante du nom de Kelty Byrne tombe dans le bassin où il était stocké. Tilikum la saisit par la bouche et l'entraîne dans l'eau. Il finira par la noyer définitivement. Sealand of the Pacific décida de ne plus s'en occuper et ce qui devait être un animal relâché ou tué a été au contraire transmis à un plus grand parc aquatique, SeaWorld, à Orlando. Le 6 juillet 1999, un individu du nom de Daniel P. Dukes, âgé de 27 ans, réussit à passer outre les caméras de surveillance de SeaWorld. Il se rend dans le bassin de Tilikum nu et se met à nager avec l'orque. Very good idea. Very good idea. Bon, inutile de vous expliquer que le lendemain, on l'a retrouvé mutilé avec Tilikum qui jouait encore avec son corps. Son corps était détruit, son visage était dans un état déplorable et son appareil génital avait été mordu. Pour ces 2 morts, Sealand et SeaWorld ont étouffé les affaires. En effet, leur business entier était de faire croire que tous ces animaux étaient heureux, que tout se passait bien et que c'était absolument pas des trucs dangereux pour les humains si on les éduquait. En réalité, si, complètement, c'est ultra dangereux ces animaux. Et clairement, ils sont pas heureux. Ce sont des parcs très graves, les animaux sont dans des endroits pas du tout bons pour leur développement, rendant certains dépressifs et suicidaires, et d'autres, comme les orques, violents et hostiles envers les hommes, profitant de n'importe quel imprévu pour attaquer. Thank you, Feldup. Let everybody know. Let everybody know.
because they're assholes, the people that do this to these animals. Voici Dawn Assholes. Brancheau. C'est une femme Yeah, I know all about her. We all know about her. extrêmement talentueuse Ouais. qui a été pendant très longtemps à SeaWorld une des entraîneuses les plus connues. Ouais. Connue comme un modèle auprès de ses pairs et essayant de faire son maximum pour que les animaux vivent bien. Ouais. Le 24 février 2010, elle fait un numéro pour des visiteurs au parc. Ouais. Elle instruit à Tilikum de faire le tour du bassin en agitant sa nageoire comme pour saluer le public. Ouais. On peut remarquer que Tilikum est agité ce jour-là. Quand Dawn Brancheau lui instruit de faire un tour, il se remet à en faire plusieurs autres. Arrive la fin du numéro, cela fait plusieurs jours qu'il y avait des manques de nourriture pour les animaux du parc, et la fin du numéro est un moment où on voit l'entraîneur caresser l'orque et le nourrir. Dawn a beaucoup moins de nourriture. Soudain, alors qu'elle le caresse, Tilikum attrape le bras de Dawn Brancheau et le maintient sous l'eau, jouant Ouais. avec le corps de la femme jusqu'à la noyer, Ouais. ne la lâchant que 45 minutes plus tard, Ouais. après l'avoir mutilée par la violence de la noyade. Cette histoire, vous la connaissez peut-être si vous avez vu Oui. l'excellent documentaire Blackfish, qui parle Ah. de toutes les controverses autour de SeaWorld, Ouais. et particulièrement de ce cas, et comment ça a eu un impact médiatique, et comment ça a fait réfléchir les gens sur la véritable nature des parcs aquatiques. Je vous Ouais. conseille énormément, et les images que vous avez pu voir de Dawn Brancheau ont bel et bien été prises le jour même. Juste le moment où le bras est attrapé, complètement confisqué et interdite Ouais. Ouais. par SeaWorld. Ouais. Voilà, c'était des cas de Lost Media célèbres. Ouais. Maintenant, ma cassette. Ma cassette. C'est vrai ça, je vous ai teasé au début, je vous ai raconté plein d'histoires, mais je vous ai teasé au début une histoire avec une cassette que j'avais quand même trouvée au milieu d'un sentier, quoi. Laissez-moi vous raconter. Dude, at what point did he say I got drunk? Je vous ai teasé au début une histoire avec une cassette que I got you drunk. You teased us, is what it. Oh là là. j'avais quand même trouvé au milieu d'un sentier, quoi. Laissez-moi vous raconter parce que c'est le dernier cas de Lost Media de cette vidéo. En vrai, c'est pas vraiment un Lost Media, hein, parce que il a jamais vraiment été Lost avant, mais bon, c'est pas grave. Avec mes amis, on a ramené la cassette à la maison et on s'est dit le soir même qu'on allait s'en occuper. Donc là, on Il y a a trouvé plus de une lumière. cassette dans genre La terre. la terre en fait. La Et là, question, on est en c'est- train d'essayer de la nettoyer pour voir ce qu'il y a dedans. C'est simple, la cassette était pleine de terre et il y avait des putains de fourmis à l'intérieur qui avaient fait leur petit nid. Là, les petites taches que vous voyez, là, c'est soit des fourmis, soit de la terre. C'était un enfer et c'était plutôt anxiogène à faire. Alors d'abord, on a essayé donc de réparer la bande, etc. et de refaire jouer sur la cassette elle-même, mais il fallait, pour faire ça, ouvrir la cassette. La bande était dans un état qui n'était pas du tout bon à l'intérieur. Alors, on a essayé d'ouvrir la cassette avec un des tournevis qui était présent. Les vis étaient complètement déconnées. Elles sont toutes rouillées. Les vis sont détruites par ça. Voilà. Comme elles sont rouillées, elles sont plus fragiles. Impossible de les tourner. Du coup, on a dû prendre une décision assez stylée. On a pété la cassette, Ouais. on a pris la bande, et Ouais. on a pris une autre cassette, et on a essayé de remplacer la bande sur une autre cassette. On le pète? On se décide? Allez. Go, y a plus le choix, putain. Ah! Ouais, Je me ouais. sens tellement sale! C'est horrible! Oh merde. Non! Oh merde. Oh putain, il y a des fourmis! On a toujours la bande, hein, qu'on soit clair. Oui, ça c'est un truc protecteur qu'on peut essayer d'enlever. On fait ça comment on visse après aussi. Oh boy. Putain, il y a tellement de fourmis, c'est trop... Ah, mais c'est limite des larves! Il y en a même encore une qui est dans la cassette noire là, au milieu. Elle est en train de chiller, elle m'a dit yes, moi je fais partie de l'audio. Donc là, on a transféré les infos sur une autre cassette, une cassette beaucoup plus Récente. récente. On l'a fait d'une manière dégueulasse. On a vraiment fait un travail pas ouf, mais en vrai, on n'avait pas les moyens de faire mieux. Good job. I think it's a good job. On a utilisé du bon gros scotch bien ménagé qui, en plus, ça s'est tout plié à l'intérieur. Watch it just be some shitty music. On n'avait que du scotch Et voilà. et des vieux ciseaux tout rouillés. Ce qu'on s'est décidé de faire, c'est de garder une partie de la bande intacte et le reste, on allait la faire au scotch, quoi. L'objectif étant que quand on le mettra dans le lecteur, qu'on essaye de pas amener le moment où il y a du scotch sur la bande parce que sinon ça va tout niquer. Enfin, donc à ce moment-là, on n'est pas sûr de savoir comment fonctionne une cassette, enfin du moins l'intérieur de la cassette et comment ça s'organise parce que c'est très minutieux en réalité. Donc on fait plusieurs essais, notamment un où on a fait passer la bande du mauvais côté, du coup la bande s'est pétée tellement on avait mal branlé notre truc. On pense que ça pète un peu les trucs qu'on met à l'intérieur, donc on a très peur, mais on a ça. Et ça, c'est une cassette. Le travail de rembobinage, le travail de réassemblage est dégueulasse, donc on pense que ça ne va pas marcher. Et donc, Est-ce que t'es sûr que c'est dans le sens? oui, c'est le sens là. Ok. Putain, c'est tombé. Ouh non, fais gaffe là. Ouais.
Attends, Voilà, on va la remettre. Attends, il y a d'enregistrer. Ok, C'est cassé. ça va? La cassette est vivante. Je sais ce qui s'est passé là. Quoi? Ça s'est fait découper. Et après plusieurs efforts pour réparer la cassette, on était en train de se dire putain ça va être un truc de ouf, peut-être qu'il y a genre un mec qui l'a cachée ici, qui l'a enterrée, qui voulait avoir un endroit précis où pour pouvoir la retrouver mais qu'elle soit pas retrouvable chez lui, genre c'est un tueur et tout. Ou alors on s'est dit putain c'est probablement une cassette vide. Bref on était mais excités de fou à l'idée parce qu'on est tous des nerds de ce genre de truc. À un moment on arrive à réparer à peu près la cassette, on la met dans le lecteur, voici ce qui s'est passé. Non. On a donc la cassette ici. On regarde tous attentivement. Allez, Nouvel essai. allez. On y croit ou pas? On y croit. Non, en même temps, on n'a pas fait ça pour rien, donc on n'a pas le choix d'y croire. Allez. See, it's just music. Ça pétait. C'est décevant. C'est décevant, mais notre réaction, elle est quand même incroyable. Je trouve que notre réaction, elle est vraiment super sincère. Oh, c'est incroyable. Oh putain, elle est pétée, évidemment, elle est pétée. Et là, t'entends, j'ai tué mon parrain. Oui, c'était une cassette avec de la musique. Ouais. Probablement que quelqu'un a laissé tomber ou qu'il a perdu ou... Voilà quoi. Il y avait juste de la musique pop dessus. Dommage, it wasn't some other crazy shit. Probablement des années 2000-90. Ça paraît pas fou. Oh, really? It's in the 2090s. Oh, that was a rough year, the 2090s. Mais en réalité, si. C'est un truc de ouf. On a passé une soirée vraiment incroyable. C'était vraiment trop grisant de faire ça. Et la réalité, c'est que la cassette est toujours présente là-bas où je sais pas si mes amis les ont ramenés. Et le lecteur qu'on avait, en fait, pétait les cassettes. On a gardé la cassette de côté et on en reparlera un de ces quatre quand on aura trouvé un lecteur de cassette efficace. Alors pourquoi ça paraît important pour la conclusion? J'aimerais qu'on démarre un petit truc rigolo. Je sais pas vraiment comment je vais l'organiser. On fait un hashtag à la limite. L'idée, c'est que tout le monde poste des trucs qu'ils ont pu trouver dans la nature, ou alors entre deux étagères d'une maison abandonnée ou de votre cave. Ces photos et vidéos étranges que vous avez trouvées, ces médias, ces clés USB dont vous n'expliquez pas la nature et qui pourront attiser le mystère de plusieurs personnes. Je sais qu'il y aura beaucoup de fakes, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui utiliseront cette opportunité pour démarrer des ARG et franchement c'est pas grave. Mais l'idée c'est de créer une grosse opération de trouvailles de petits fichiers sur internet. Donc je sais pas trop où ça va nous mener tout ça, mais clairement l'idée c'est que vous trouviez des choses autour de vous, vous cherchiez en fait, et que dès que vous trouvez un truc un peu pété, que vous arrivez à lire, des trucs un peu isolés, etc., que vous le fassiez écouter. Et peut-être qu'un jour on arrivera à trouver l'ancien possesseur de la cassette qu'on a trouvée au milieu de nulle part. À la prochaine. Et surtout n'oubliez pas, c'est pas parce que Internet est présent et que tout peut être trouvé sur Internet que tout a été sauvegardé sur Internet. Good job, buddy. À la prochaine. Comme toujours. Always a pleasure. Always a great storyteller. Et voilà. Lost Media. I didn't even know. Just, all right, 8 lost recordings. I tell you, that Marilyn Manson, I would not want to watch that either. I'm not even going to lie. I would not even want to watch that. No. I'm good. Thank you. I get it. But you never know, man. You know, with all the acting, and at the end of the day, he was making a movie. Was it, you know, it all depends how you want to make something seem. You want to make something seem like it's recording a real life scene, or you want to make it, you know, you want it to be so realistic that everybody will say, oh, that's not a movie. That's not a movie. This is real shit here. We got to be, oh, he's torturing her. Oh my God. Like, you don't know. You don't know if he's really torturing her. I mean, you take one look at him, you think, oh, this guy would definitely torture people. But that's the whole idea. That's how your thinking gets warped. You know, it could just be great acting and just people like, holy shit. Oh, I wonder what was happening in that film. Oh my God, it's awful. Like, no, it's called really good acting if you really felt like that. Or he's completely crazy and, you know, should be locked up. I don't know. But anyway, anytime you want to hear a good story, you listen to Findings. Now, I have a question for you guys.
We just did an info commercial that was messed up on how in the United States, you know, they push drugs on you like from every direction as long as the government's getting a piece of the money. But if you do it on your own without paying taxes on it, then it's completely illegal. You should go to jail because now you're considered a drug dealer. See, that's bad. That's a bad thing. You can't be a drug dealer unless you're backed by the government. Then you could be a drug dealer. So anyway, you guys kept mentioning, oh, well, now he has to watch Findings 4-hour video or something. I'm just curious. He has a 4-hour video on info commercials or something like that. Is that what I understood? Anyway, no Patreon has requested that yet, but I'm just curious if it exists, a 4-hour Findings video on info commercials or drugs being pushed or, I don't know, terrible things that info commercials bring to the table. I wait for you guys to answer that one. But anyway, this was good. They're always good. I have not seen a bad felled up video yet. Not one. So they're all good. Anyway, I look forward to reading what this interesting video is about that everybody's talking about. Take care. Peace out. A la prochaine.